Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire principalement de la price action, puisque on atteint des niveaux là qui sont un peu de l'ordre du dernier rempart. Donc, du coup, je vais vous montrer. On va repartir d'une charte vierge et on va refaire un petit peu toute l'analyse, relativement rapidement sur Bitcoin. On va aussi faire des news, notamment avec la liquidation de Silvergate qui a été annoncée hier. Et voilà, on fera de la liquidité aussi également comme d'habitude. Ici, on est sur BTC face au dollar en 4 heures. J'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est important. Venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord et aller faire un tour, si vous le souhaitez, dans les liens d'affiliation de la chaîne, etc. Et mettre éventuellement un commentaire d'encouragement. Donc, on est là sur le BTC face au dollar en 4 heures. Enfin, là, on est en daily, mais là, on va se mettre en 4 heures. Voilà. Globalement, d'une manière générale, je pense qu'on va repartir ici d'une charte propre et je vais vous montrer un petit peu quelle est éventuellement les réflexions qu'on peut se poser, etc. Donc là, on est sur une charte propre qu'on va dire 4 heures, c'est bien. On va d'abord, on va rester en daily, c'est bien. Donc, globalement, quand vous avez une action de prix comme ça, et on va commencer d'abord par faire ce qui va correspondre d'une certaine manière à du chartisme. C'est-à-dire support-résistance, normal, voilà. Ici, vous comprenez qu'on a une résistance relativement énorme. Ici, vous comprenez également qu'on a un support potentiel relativement énorme également. Je veux dire, à partir de là, il n'y a rien de nouveau. Et ici, on a à nouveau un support qui se trouve ici. Ça, c'est les 3 gros niveaux, entre guillemets, que vous pouvez identifier sur la charte, ne serait-ce que comme ça, à l'œil nu, en daily. Donc ça, c'est important de les avoir sous les yeux et éventuellement de commencer à réfléchir en fonction de ces niveaux-là. La première chose qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, là, on avait une résistance. Bon, là, on peut considérer que c'est une résistance aussi. On a eu un petit fake out. Ici, on se fait rejeter. Ici, on avait construit là un support. Et ben, on a du mal à le repasser une première fois. Et finalement, quand on le repasse une deuxième fois, on accélère. On construit ce creux là qui est très important. Et en défendant ce creux là, et bien, finalement, on crée un deuxième creux qui est celui-ci. Et là, pour l'instant, la tendance, on va dire, en daily est toujours haussière. Mais petit à petit, vous le voyez, ça c'est la tendance haussière là, et petit à petit on est en train de coucher la tendance, c'est-à-dire que on avait, on va dire, dans un premier temps quelque chose qui se composait comme suit, c'est-à-dire une touchette ici, une touchette là, et là on a essayé de défendre cette touchette, enfin cette ligne de tendance là. Ensuite on a couché la ligne de tendance comme cela, avec ces 3 touchettes où on a eu une réaction sur ce niveau là, et là désormais on est sur une traîne d'accumulation qui se trouve à plat. Donc à partir de là, on a plusieurs solutions de chartistes. Et là, je travaille vraiment le chartisme. Après, on va travailler la price action. On a soit un élargissement à angle droit, qui est une figure bearish à la base, mais de laquelle on attendra plutôt 5 vagues, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Personnellement, mon scénario privilégié, et puis ensuite éventuellement venir faire quelque chose comme ça pour casser la tendance, revenir visiter ce support là, et là pourquoi pas réintégrer. Voilà, ça c'est une première possibilité. Étant donné qu'on a délivré relativement vite ici, on peut s'attendre à avoir une réaction vers le haut quand même. C'est comme quand vous tendez un élastique. Le problème étant quand même qu'on a ici ce fair value gap en dessous, la jambe, on va dire, de ce mouvement qui menace d'être attaqué à ce stade. Donc ça c'est très important à comprendre, ce creux là, et là pour protéger cette jambe là, d'accord? Donc, si on perd ce creux-là, a priori, on va atterrir quelque part. Alors, il y a aussi un niveau en 4 heures ici, autour des 19, mais là, on fait le daily, comme ça, au moins, on est extra large. Et voilà, ici, vous avez compris les différentes possibilités. Une autre possibilité ici, à ce stade, c'est d'abord de faire un double top. Alors là, il n'est pas optimal, il est je me rappelle plus comment on dit, mais vous avez ici, il est optimisé, il n'est pas larvé, on préfère quand il est larvé. Et en l'occurrence, c'est-à-dire que un M-top, en général, on préfère quand il fait quelque chose comme ça, plutôt que quelque chose comme ça, d'accord? Ça, ici, le deuxième plus haut est plus haut, donc ça nous en dit long un petit peu sur la structure. Mais bon, tout à fait possible ici qu'on ait ce double top, c'est-à-dire revenir ici, et vous voyez que ça colle à peu près parfaitement, pour venir visiter cette partie-là, combler ce gap-là. Donc c'est un scénario qu'il faut garder en tête, c'est possible ici qu'on ait un double top. On va désormais faire la 4 heures, on va garder peut-être ces points daily, c'est pas mal, non, on va les effacer. On va les effacer et pour faire la 4 heures, on va également ici se mettre comme ceci et regarder plus ou moins qu'est-ce qui se passe dans cette zone. Alors dans cette zone-là, vous voyez qu'on a ce creux-là qui finalement a protégé, donc comme je vous le disais, la jambe du mouvement.
Donc concrètement, on a ici clairement un niveau qui a déjà été défendu une première fois en 4 heures. Vous voyez qu'on a clôturé aucune bougie. Alors là, il est peut-être pas bien mis. Oui, on a une bougie dessous là, donc en fait il a été attaqué ici, il a été attaqué backside, et on a peut-être même attaqué celui-là, non pas encore, on a attaqué ici le gros. Et donc du coup vous avez eu ici, alors c'est peut-être pas 4 heures la bonne time frame, mais vous avez eu une attaque on va dire de ce niveau-là, 1, 2, 3 fois par le passé. Vous comprenez ici aussi que quand on a attaqué ce niveau-là, là on avait fait un equal low, c'est-à-dire qu'on était une première attaque ici, une deuxième, et finalement, avant de repartir, on vient chercher sous la structure. Donc ici, on peut tout à fait faire 2 equal low, par exemple, dessus, faire un peu la même chose, repasser sous la structure, et en fait, on aura la confirmation réelle que ce point est vraiment perdu, que à partir du moment où on va dire on a une vraie clôture 4 heures ou daily en dessous de cette trend. Là, la vraie confirmation, elle sera là, quand on aura une bougie entière en dessous. Le truc ici, c'est que désormais, étant donné que ce niveau-là a déjà été attaqué, en fait, on peut considérer qu'il a été, entre guillemets, fermé. Comment on considère qu'il est fermé ? Par exemple, ici, vous voyez, il y a un creux. Ce creux vient attaquer celui-là. Donc, du coup, c'est pareil, ce creux-là a été, entre guillemets, fermé également, une première fois. Donc, théoriquement, si on veut préserver la structure, on peut mécher en dessous, mais on ne peut pas le perdre. Voilà, c'est ça la logique un peu ici de l'histoire de réfléchir en termes de price action. Là, on est au contact et concrètement, pour le moment, le dernier rempart pour protéger du coup ce creux-là. Donc là, on va se décaler vers l'avant. En price action, c'est important de travailler avec la timeline qui est la nôtre, c'est-à-dire tout simplement d'aller en avant, de jamais revenir en arrière. Et bien là, vous voyez que le niveau, entre guillemets, en 4 heures, il se trouve ici. Donc là, on est dessus, concrètement. Et globalement, vous avez 2 types d'attaques de ces niveaux-là. Vous avez frontside ou backside. Et en fait, globalement, on pourrait trouver, je pense, un niveau 1 heure ici qui serait plutôt plus cohérent, en fait. C'est-à-dire que si on va en 1 heure, pour vraiment trouver au dollar près potentiellement ce qu'on est en train d'attaquer là en ce moment, en fait, on attaque ce creux-là. Ici, d'accord? Et si on le perd, on viendra attaquer ce creux-là, potentiellement backside, et ainsi de suite, et ensuite on revient dans le passé, c'est-à-dire que là, pour le coup, étant donné que celui-là n'est pas fermé, et là vous voyez qu'en 1 heure c'est hyper logique, ça sera les 21-200. Ça, je parle d'une mèche, je parle pas d'une clôture en dessous, qui voudrait dire que ce niveau-là, désormais, est perdu. Donc ce V-là essaye de protéger la jambe du mouvement qui est en dessous. Si on la perd, on vient attaquer la jambe tout simplement. Ici, globalement, là, ce niveau-là n'est pas fermé, donc on peut le garder. Et on a un autre niveau, qui est le niveau actuel, qui est probablement au sein de ce creux que vous voyez ici, qu'on pourrait potentiellement attaquer backside, c'est-à-dire tout en bas du pic, puisque vous avez ici, vous comprenez, une sorte de delta dans ce qui s'est passé dans le creux, excusez-moi, le V. Et donc du coup voilà, donc l'idée ici c'est soit on attaque ça mais on peut pas mêcher en dessous de ça, et si on mèche en dessous de ça on perd la structure à peu près dans sa globalité, ou en tout cas au minimum on vient attaquer ça backside, d'accord? Voilà, donc vous avez ici tous les niveaux. Bon là je vous les ai mis en 4 heures, on est plutôt en 1 heure, mais on fait un peu du rapide, on fait un peu du profane. Également on a un fair value gap qui est ici, c'est-à-dire un déséquilibre, une imbalance, que potentiellement, si on retourne la petite structure à court terme, on pourrait venir chercher. Et on a bien évidemment cet énorme niveau des 25,2 qui est potentiellement à venir prendre aussi. Alors là, je ne reviens pas en arrière pour vous montrer, mais vous comprenez que ça correspond également à un niveau précédent qui, lui, a été fermé, mais qui, si jamais on le redépasse, à ce moment-là, nous donne des informations sur la structure également. Donc là, on est à l'attaque du creux précédent. Donc point pivot, vraiment. Personnellement, ça aurait été beaucoup plus bull qu'on tienne cette trend-là. Ce qu'on n'a pas fait, désormais, ça y est, elle est perdue, ici. Qu'on tienne cette trend-là pour éventuellement repartir. Malheureusement, on n'a pas tenu cette trend-là, donc à partir de là, c'est là que les trends se transforment en niveau, c'est-à-dire qu'elles se mettent à plat, tout simplement. Donc les grandes questions là ici, c'est est-ce qu'on arrive à préserver ça? Est-ce qu'on arrive à garder la structure? Est-ce que ces niveaux sont capables d'attaquer une trend de distribution qui est tout simplement ici? Je reste en 1 heure, mais globalement on pourrait la dessiner en daily. On va y arriver. Ou pas. C'est pas grave, on va se mettre en daily du coup, hop. Peut-être plus simple.
Donc là, vous avez une accumulation, ici vous avez une autre accumulation. La trend en daily, elle se trouve ici. Le seul niveau capable d'attaquer cette trend, c'est tout simplement le niveau qui est là, ou en tout cas backside, le niveau qui est là. Donc là, concrètement, dans la zone où on est là, on est potentiellement dans un endroit où effectivement on pourrait trouver rebond si la structure veut se préserver. Le problème qu'on a en ce moment, c'est qu'on a effectivement énormément de FUD autour de la crypto, etc. et qu'on a un environnement qui est plutôt en train de mettre les acheteurs sous l'eau que les vendeurs. Concrètement, on a accumulé énormément de vendeurs sur toute cette zone-là. Vous comprenez que tout ça, ça correspond à des stops de shorters qui, pour l'instant, n'ont pas été revisités. Donc, ça peut nous donner effectivement le jus, si on passe cette trend, d'aller rechercher ces niveaux-là. Mais pour le moment, le prix ne semble pas nous donner ça puisqu'on a une structure qui se compose comme suit, c'est-à-dire une structure baissière, ok? Ça, c'est le 4 heures, structure haussière sur le daily, structure baissière sur le 4 heures. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut aller voir éventuellement les indicateurs ici de structure, qui est le Luxago Price Action Concept. En l'occurrence, lui, ce qu'il voit, donc en tant qu'algorithme, c'est que toutes les structures sont baissières. Vous le voyez ici, on a la 15 minutes qui est baissière, la 1 heure, la 4 heures. On a cassé la structure sur absolument toutes les timeframes. Pour moi, on n'a pas perdu la structure sur la daily, au sens où on n'est pas réellement venu casser en réalité ce point-là. Je pense que lui, il considère qu'on l'a cassé. Voilà, ici, il considère qu'il y a... alors là, on est en 4 heures, mais je pense qu'il y a un endroit où lui, il doit considérer qu'on a un BOS. Voilà, il considère que ça, c'était un creux daily, alors que pour moi, c'est plus un creux 4 heures. Donc ça, c'est l'algorithme. La question, est-ce que c'est plutôt l'être humain qui a raison ou l'algorithme, entre guillemets. En gros, ça, c'est quelque chose qui vous incombe à vous de faire confiance à l'algo ou de faire confiance à vous-même. D'une autre manière générale, on peut voir que donc toutes les structures sont baissières. Donc moi, je guette un changement sur la 15 minutes, un break of structure. Et pour le moment, on ne l'a pas. Vous voyez qu'ici, on avait peut-être un début de quelque chose sur la 15 minutes. C'est-à-dire que là, effectivement, on avait potentiellement un retournement. Et moi, c'est typiquement ce que je guette pour éventuellement faire une entrée en longue. Pourquoi je ne rentre pas en short ici? D'abord parce que j'ai loupé le mouvement. Je l'ai loupé à ce stade-là. Moment où, personnellement, je m'attendais plutôt ici à ce qu'on maintienne cette trend-là. Et en gros, bien mal m'en a pris puisque du coup, j'ai pas vu ce signal-là étant donné que je dormais. Donc, la perte de cette trend-là aurait été tout à fait shortable. Tout comme la perte de ce niveau-là sera potentiellement shortable. Mais là, du coup, je me retrouve dans une situation où c'est mieux de rester off-market ou en tout cas de potentiellement essayer plutôt de longue des structures comme celle-ci. Puisque dans tous les cas, c'est pas du tout un bon endroit, on est plutôt en bas de quelque chose entre guillemets, et c'est pas du tout un bon endroit pour prendre un short. Le bon endroit pour prendre un short, c'est potentiellement ici, ou encore mieux, ici, d'accord? Là, où si vraiment vous voyez des signaux que on se reverse, ça veut dire que quelque part, la structure en 4 heures est en train de continuer, et qu'on va continuer à baisser, ok? Mais prendre un short ici en bas, ça correspond pour moi à soit se faire sortir, soit se faire même au pire, si vraiment vous agissez ici sans stop loss, soit attendre, donc du coup se retrouver, même si vous êtes en spot, en perte pendant un certain temps, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse potentiellement, c'est de prendre les petits retournements de structure comme ceci, qui potentiellement pourra me dire, ok, t'es dans le bon sens, pour à minima venir sur un retracement haussier qui viendra soulager tous les stop shorters qui sont ici dans la zone. Personnellement, j'aurais tendance du coup à valider, si ce long se met en place, plus ou moins 3 TP. Un premier qui se trouverait ici, un deuxième qui se trouverait ici, donc au 25,2, et un troisième à la target d'un potentiel élargissement, ou en tout cas au-dessus de ce point-là, puisque là, si jamais on le casse, on aura une accélération, puisqu'on a pas mal de stop shorters qui sont désormais cachés au-dessus. Donc voilà l'idée sur la price action. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On pourrait aller jusqu'au 1 minute ici, mais ça servirait pas à grand chose puisque de toute façon, entre guillemets, pour le moment, la 15 minutes, elle est baissière également. Ce qu'on pourrait également s'attendre à voir, et là je vais repasser sur le... Si j'y arrive. Je vais repasser sur le daily. Et c'est tout à fait possible. Je vais enlever le price action. Je vais repasser sur le daily. Et je vais revenir là-dessus. Ce qu'on pourrait éventuellement voir, et ça il faudra faire très attention à ça bien évidemment, c'est que du coup on se construise sur une épaule, tête
épaule, d'accord, plus que entre guillemets, c'est-à-dire que là on est un rebond, mais qu'on ne vienne pas chercher la target 2, qu'on s'arrête à peu près dans la zone de la target 1, ou très légèrement ici à la cassure par exemple en haut de ce sommet-là, ici par exemple, et là ça nous donnerait une très belle épaule tête-épaule, qui serait une figure de retournement, si jamais on la casse ici, potentielle entrée au retest, ou alors au sommet suivant, qui nous permettra éventuellement une entrée. Donc voilà l'idée pour moi. Pour le moment, pas de zone de, c'est pas du tout une bonne zone pour shorter parce que entre guillemets, on est en train de délivrer très vite, donc on peut s'attendre à ce qu'éventuellement il y ait un short squeeze. Ce en quoi du coup j'aimerais bien en être. Et puis du coup surveiller la 15 minutes, voire la 1 heure. Ça dépend un peu des time frames que vous souhaitez, des leviers que vous pratiquez, des time frames que vous souhaitez ici, aborder. Mais globalement, pour moi, on n'est pas dans une zone où je chercherais potentiellement du short. J'avais shorté ici les 25,2. Si j'étais toujours dans mon short, bien entendu, ça serait éventuellement une zone où j'aurais tendance à prendre un TP, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, on est actuellement sur un support potentiel. On va voir si ça casse en bas, on va voir si ça provoque juste un rebond, et on va voir si ça provoque un rebond plus important, à savoir cette fameuse éventuellement figure chartiste, où on va un petit peu plus haut. Est-ce qu'on fait Ethereum de la même manière? Oui, on va le faire. Globalement sur Ether, ce qu'on peut voir, c'est que on a moins poussé ici sur le deuxième. Enfin, c'est plus qu'on avait beaucoup plus corrigé à ce stade-là. On avait éventuellement ici vraiment attaqué ce creux-là de manière plus importante, mais vous voyez qu'on n'a pas la clôture en daily. Ça, c'est une mèche, donc on n'a pas la clôture en daily. Ici, également sur Ethereum, on peut voir éventuellement la même chose, c'est-à-dire tout simplement 1, 2, 3, 4, et ensuite 5 éventuellement vers le bas. Il arrive que les élargissements cassent en haut, aussi ça arrive, je pense qu'un élargissement comme ça doit être autour de 70% de sortie baissière, mais si jamais on perd la résistance ici, si jamais on la défonce avant même, si jamais on ne revient pas à la tester après si jamais on casse haussier en fait ici, et bien tout simplement on sera dans une logique de ça n'est pas un élargissement. Le vrai élargissement, on l'aura quand on perd ici le bas. Même chose au niveau du creux, sauf que vous voyez, il a été attaqué de manière plus importante, mais il n'est pas perdu. Ce creux-là, ici, n'est pas perdu. Je n'ai pas de clôture daily, ici, en dessous de ce creux-là. Même si on va mécher, c'est pas, pour moi, une perte technique. Ici, sur Ethereum, on a un petit peu la même chose. Bon, alors là, je vous le montre de manière vraiment pas géniale. Mais globalement, oui, on a clôturé une daily au-dessus. Donc, nécessairement, aujourd'hui, ce qu'on doit considérer, c'est qu'on est en train d'attaquer le niveau le plus haut, c'est-à-dire le précédent. Et ici, vous voyez qu'on l'a attaqué backside, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé on l'a attaqué frontside, pardon. On n'est pas allé jusqu'en haut du niveau. Le niveau suivant à venir chercher sur Ethereum, c'est bien entendu les $2000, c'est-à-dire à minima ici 1950 si on va chercher le bas daily, et si jamais on va chercher le haut de ce mouvement, $2029. Concrètement, si on trace ne serait-ce que les supports résistances, vous allez voir que c'est pas très compliqué. On a ici quelque chose, bien évidemment. Donc là voilà, c'est peut-être moins bien aligné que sur BTC. On a ici donc cette résistance pour le moment, et on est également là, vous le voyez, sur un potentiel support à peu près par ici, où ici, bon, on peut considérer que c'est des enfoncements. Là, on a eu une réaction. Là, on a traversé, donc ça a accéléré fort. Ici, on a retraversé. On a essayé de rebondir une fois dessus. On n'a pas réussi. On a fait ce M ici, Et puis ici on enfonce. Ensuite on peut considérer également qu'on a quelque chose sur la ligne de coup du W qui est ici. Voilà, un peu moins propre sur Ethereum au niveau des niveaux, mais vous voyez ici plus ou moins les points, c'est-à-dire que à mon sens, si jamais on arrive à s'affranchir de ce niveau-là, on n'a pas énormément de choses en fait qui peuvent vraiment nous repousser à ce stade-là pour aller rechercher à nouveau les $2000. Vous comprenez ici que des fair value gap, ça arrive que, vous le voyez par exemple ici, si vous aviez longué le moindre rebond, je vais essayer de vous en trouver, on en a eu beaucoup sur la descente ici par exemple, voilà, ce fair value gap ici, on avait délivré assez fortement, il n'a jamais été retesté ici. Donc ça c'est important à comprendre, c'est que parfois celui-ci avait été retesté, celui-ci avait été retesté, vous le voyez ici backside.
là, sur ce niveau-là. Celui-ci avait été retesté, il avait été retesté un petit peu plus haut, mais là, par exemple, on a quelque chose qui n'a jamais été testé non plus. Donc sur Ether, on peut se dire que si on n'attaque pas la jambe ici, donc le fair value gap qui est là, à ce moment-là, eh ben 2007, c'est même une target qui pourrait éventuellement se mettre en place sur Ethereum, puisque là, il y avait une délivrance très forte du prix, sans que le prix revienne chercher. En fait, qu'est-ce que le prix est venu chercher ici? Vous le voyez, il y a eu cette bougie de rebond là, et donc il a à peine attaqué comment on peut dire, ce pic-là. Et il a à peine attaqué, vous le voyez, sur ce point-là, ce pic-là. Donc voilà, en termes de price action, il faut comprendre que à ce stade, soit on va très bas, soit on va très haut, malheureusement. Mais à ce stade, on est un peu sur le dernier rempart pour protéger la jambe du mouvement. Et hein, ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que la jambe du mouvement qu'on est en train de faire actuellement, elle est là et elle doit être protégée tout simplement par ce niveau-là. Donc, à ce stade également, on peut se faire une mèche dans la journée et revenir faire la clôture largement au-dessus, c'est pas trop un problème. On peut venir ici même sous la structure à partir du moment où en daily ça reste une mèche et le niveau n'est pas nécessairement perdu entre guillemets. Donc voilà pour la price action. On a déjà fait 20 minutes là-dessus, mais bon voilà, c'est pour vous montrer des choses qui sont un peu didactiques, un peu différentes. En termes de chartisme, encore une fois, on est toujours ici sur des structures qui restent plutôt bullish. En termes de price action, on est sur le dernier rempart, donc attention. On est effectivement sur un support, donc en général on achète les supports et on essaye de vendre les résistances. C'est plus l'idée, hein, si vous voulez, sur la crypto, enfin sur le trading en général. Mais bien évidemment, attention à ne pas s'octroyer des clôtures là-dessous, etc. Parce que là, ça veut dire nécessairement qu'on va peut-être potentiellement aller plus bas. Et comme je vous l'ai expliqué ici également, et c'est ça que je voulais vous expliquer, parfois on peut aller plus bas, mais les fair value gap ne sont pas automatiquement récupéré par juste un changement de structure en bas. Vous le voyez ici, on en couvre une partie, certes, on a un changement de structure en bas, on avait un fair value gap ici, mais on vient pas chercher réellement le haut du mouvement, la totalité du fair value gap, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose à comprendre également, c'est que un fair value gap, vous en avez un également ici, sur ce qui s'est passé en janvier. Vous voyez que il y a des creux qui n'ont pas été testés, notamment celui-ci n'a pas été testé, celui-ci n'a pas été testé également, et celui-ci n'a pas été testé. Donc si on regarde sur du 4 heures, si on regarde pas sur du daily, on a ici des points logiques dans lesquels venir éventuellement descendre. On est monté en escalier, mais les marches sont trop hautes et il n'y a pas eu assez de business fait dans ces zones potentiellement que le marché peut avoir envie d'y retourner. Dans le même sens, évidemment, rebond au 23,2 plus que possible, et en tout cas réaction sur le niveau actuel plus que possible également. Alors moi personnellement, j'avais principalement tablé sur le niveau des 22,3 comme étant un niveau qui allait supporter quelque chose, et vous voyez que en fait sur fond on a eu quand même pas mal de mauvaises news, etc. Et puis on a une price action qui nous a plutôt dit non, moi je perds les 22,3 et je vais tenter une attaque plus bas. L'attaque, elle peut se poursuivre jusqu'au 21,2 malheureusement, donc ça donne un peu trop d'amplitude pour arriver à, par exemple, placer un ordre et aller se coucher. En l'occurrence ici, pour moi, sur les leviers que je pratique et le risque que j'accepte de pratiquer, ça ne correspond pas. Ça correspondrait à faire un petit peu des entrées dans le vide sans réellement voir la structure. Mais vous voyez ici, et je vous ai montré voilà, tous les niveaux qu'il était possible éventuellement, sur lesquels il était possible éventuellement de réfléchir. Également ici, on a un niveau qui théoriquement devrait être retesté, qui est ce pic-là, celui qui est là, donc 21,8. Si vous traitez au plus vous traitez des petites time frames, au plus tout simplement ici, vous pourrez prendre par exemple ce trade pour juste aller prendre les 21,8 tout en continuant la time frame en 15 minutes, d'accord? Ça c'est plus ou moins du 15 minutes, voilà, du 1 heure, 15 minutes. Ici, un rebond dans cette zone-là est tout à fait prenable, et puis vous sortez à la target et ainsi de suite. C'est la différence entre réellement faire du scalping ou alors essayer d'attraper du swing. Moi personnellement en ce moment, je suis plutôt dans le fait d'essayer grâce à du scalping d'attraper un swing. Maintenant, bien évidemment, il faut dormir, etc. Et parfois, je loupe des mouvements et c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, j'en prendrai d'autres quand je serai réveillé et devant mes charts. Donc, aucun problème là-dessus. Est-ce qu'on va voir la stablecoin dominance, etc. Non, pas vraiment. Peut-être des choses un petit peu inquiétantes du côté de
la total market cap moins les stablecoins, au sens où on avait ici une cassure qui malheureusement n'a pas validé. Vous voyez qu'on reteste ici cette trend plus ou moins là, historique qui tient depuis décembre 2021. Et ça malheureusement, soit encore une fois c'est la même chose, et on regarde ici la même chose, mais soit on arrive à rebondir sur le niveau actuel, qui est ici, c'est-à-dire faire cet élargissement, et ce niveau est capable d'attaquer cette trend de distribution. C'est ce qu'avait tenté ce niveau-là, donc il peut le retenter à nouveau. Soit on n'arrive pas à la passer, pour le coup on fait cette fameuse entre guillemets épaule tête épaule ou ce genre de choses, voilà, avec une épaule peut-être ici à droite qui serait plus petite, et à ce moment-là on visera plutôt le retest du triangle, donc le retest ici de la ligne de coup de ce W là qui est ici, ok. La ligne de coup, vous voyez le W il est là, hein, on est d'accord, donc c'est-à-dire 710 milliards de dollars. On a fait Bitcoin, Ether, on va désormais vite fait passer sur les news. Pour moi, la news principale du jour, on n'a pas grand chose ici sur Wall Street Journal, là on n'a rien, j'ai regardé aussi, décorrélation Nasdaq Bitcoin. Crypto Option Market, Flashes Bitcoin. Alors je vais mettre en pause, je vais vous le lire celui-là parce que le sujet m'a... D'accord, donc sur fond un petit peu de tous les problèmes avec Silvergate qu'on va juste traiter derrière, on a des options qui de plus en plus se mettent sur des puts plutôt que des calls, donc du coup on va dire une profondeur de marché au niveau des options qui est plus bearish que par le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens achètent plus ou moins des assurances pour se protéger, donc ça veut dire que le sentiment est bien entendu en ce moment relativement mauvais. Est-ce qu'un mauvais sentiment est mauvais réellement pour la crypto? On va le voir après avec la liquidité que parfois en fait un mauvais sentiment peut retourner un marché à la hausse. Ici Mt. Gox, apparemment les deadlines ont été repoussés à nouveau, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Au 6 avril, hein, si j'ai bien regardé, ouais voilà, c'était censé se faire court en mars et ça se fera désormais entre le 6 avril et le 31 octobre. Donc c'est marrant parce que on a l'impression que Shanghai s'est repoussé et finalement Mt. Gox essaye de se caler plus ou moins là où est la mise à jour Shanghai, c'est-à-dire deux événements potentiellement baissiers, et on voit ici que les entre guillemets si jamais Mt. Gox est plus ou moins poussé par le gouvernement, et je pense pas que ça soit le cas, mais globalement on a deux événements ici qui se suivent dans le temps et on les attendait en mars et finalement ils vont avoir lieu en avril. Ici toujours pareil, voilà, 3 milliards de bitcoin, Mt. Gox, on a fait un gros sujet là-dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez manqué. Et puis désormais voilà, hier on a appris que Silvergate décidait de fermer. Ça n'est pas une banqueroute, c'est-à-dire que pour le moment ils sont en train de dire on va s'auto-liquider et on va rembourser tous nos créanciers, mais on va arrêter nos opérations. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, il n'y a pas grand monde à rembourser, c'est ce que j'avais montré également, que tout le monde était sorti, donc la contagion, elle serait potentiellement compliquée au sens où, d'abord, on avait prévu 3,5 milliards de dépôts, et puis en fait, on s'était rendu compte que potentiellement, on était plutôt à 200 millions, donc une contagion de la crypto à ce stade-là n'était pas réellement sur le marché. Ici, on voit qu'en assets totaux, ils ont 11 milliards, donc 11 milliards, et vous voyez que à l'inverse, Signature Bank, donc leur concurrent, a 114 milliards alors ce n'est pas des dépôts, c'est des assets. Donc du coup on peut imaginer également qu'ils ont de la crypto, puisque parfois vous pouvez ils peuvent vous donner du dollar contre de la crypto, et si vous n'arrivez pas à les rembourser, du coup eux ils récupèrent de la crypto, etc. Donc attention à ça, est-ce que peut-être ils vont être vendeurs de ces assets de manière à payer des dollars à des autres, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une force vendeuse sur cette news, ça veut dire qu'une contagion à d'autres sociétés, pour moi à ce stade n'est pas possible, mais peut-être que ça va nécessiter une force vendeuse. Donc il faudrait avoir, et on va attendre une semaine pour ça, quel est exactement leur portefeuille et quels sont ces fameux 11 milliards d'assets qu'ils décident de montrer. Maintenant la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'effectivement il n'y aura pas de banqueroute, donc du coup on est sur plutôt une auto-liquidation, donc tous les créanciers vont être remboursés. Également, il y a, je crois que c'est MicroStrategy qui a un crédit avec eux, donc ils vont peut-être devoir également le rembourser, donc peut-être que MicroStrategy va devoir vendre des cryptos pour pouvoir rembourser dans les temps Silverbank. Donc tout ça correspond à des jeux d'écriture qui vont peut-être bien évidemment provoquer une force vendeuse sur Bitcoin, à savoir quelle va être son ampleur, c'est un peu la question. Au niveau du calendrier économique, on aura demain le rapport ADP, pas grand chose aujourd'hui, pardon, on est mercredi 8, pardon, demain on aura le rapport sur
l'emploi du Bureau of Labor Statistics, très important aussi, les salaires horaires, est-ce qu'ils ont augmenté ou pas. Donc ça va nous donner pas mal de choses. Et aujourd'hui, on a à 14h30 les demandes d'emploi, mais ça, c'est pas une news majeure, c'est tous les jeudis. Voilà, pour moi, principalement, la news mensuelle, elle est là, et elle se trouve vendredi à 14h30. Donc on fera peut-être une vidéo demain là-dessus. J'ai déjà expliqué hier, en fonction du rapport ADP, ce que je pensais qu'allait être potentiellement l'Employment Report de ce jeudi, à savoir un Employment Report où le chômage reste potentiellement à 3,4%. Maintenant, il y a eu d'énormes différences entre ce que nous disait ADP en janvier et ce que nous disait le BLS. Énormément de différences, vraiment, puisque ça allait de 100 000 à 500 000 emplois. Donc, est-ce que là, il y aura une surprise dans le bon sens? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Pour le moment, ADP a posté 242 000. Et vous voyez que le consensus sur le rapport de l'emploi, il est effectivement à rester à 3,4% et rester à 225 000 emplois. Donc ça, alors que vous le voyez ici, on avait posté 517, alors que le précédent était à 119. C'est ça que je vous disais quand je vous disais qu'il y avait une énorme différence. Est-ce qu'il va y avoir à nouveau une énorme différence et est-ce qu'elle va être dans le bon sens? Ça serait une bonne surprise pour vendredi. C'est-à-dire que potentiellement on aurait une vague haussière sur la crypto pour encore une semaine, à minima jusqu'au prochain CPI, en tout cas pour ce week-end et jusqu'à mardi. Prochain CPI potentiellement de la volatilité, et moi personnellement je pense qu'il sera au consensus celui-ci, puisque c'est pareil, on avait fait une analyse là-dessus, je pense que c'était dimanche, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça est très complet, on a déjà fait plus ou moins toutes les analyses sur ces datas qui sont très importantes et qui sont à venir. Maintenant, je ne dis pas que j'ai forcément raison, ce sont des datas qui sont très compliquées à front-runner, à connaître en avance, mais on a ici peut-être potentiellement, en tout cas, au moins un plan. Ici, vous le voyez, le plan de liquidation de Silvergate qui inclut le paiement de tous ces dépositaires, etc. Bon, voilà, on est sur la même news finalement que celle qu'on a déjà traitée. J'envoie la page de pub et on va se faire après la partie liquidité. Pardon. Le fail. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention.
Voilà, et ben en ce moment c'est plutôt calme sur les affiliations, hein. Il manque je crois une personne pour faire le tirage au sort des 200 USDT des 40 premiers affiliés qui ont rejoint le Discord, hein. Je vous rappelle que c'est pas juste en étant affilié, il faut également venir sur le Discord, poster votre idée, et à ce moment-là vous êtes dans le tirage au sort. Je pense qu'on y manque une ou deux personnes. 100 millions de liquidés hier, dont 38 millions sur Ether plus Bitcoin, donc c'est une journée normale plus on va dire. Le carnet d'ordre, eh bien, vous voyez qu'on a servi un petit peu de monde ici, mais c'est pas non plus exceptionnel. Les prochains ordres d'achat, ils sont autour des 21,5, 21,450 et 21,400. On n'est pas non plus sur des milliers de bitcoins. On avait eu ici un ordre à 1000 bitcoins, mais je pense qu'il s'est ravisé. Ou alors il était à 21,5. Je me rappelle plus. Ouais, je crois que c'était ça. On avait un ordre autour de 21,5, il me semble, dans les 1000 bitcoins. Il a dû se raviser puisque je le vois pas ici comme ayant été servi. 500 bitcoins ici qu'on a servi. On a remis 200 bitcoins, ils ont été servis. On a remis 190 bitcoins, ils ont été servis. Donc là, on avait un gros acheteur sur la zone des 22. Concrètement, on a réapparition de cet ordre-là. Voilà, c'est vraiment vide hein, à ce stade, hein, vous comprenez. Vous voyez qu'à la vente, on est plutôt vers les 23, où il y a pas mal de monde qui serait vendeur. Donc attention à cette zone. Vous voyez que le gap, le fair value gap, le premier TP qu'on disait qui serait potentiellement à prendre, il était plutôt dans cette zone-là. Donc là, en l'occurrence, il va falloir un sacré momentum pour passer au travers, au sens où on est sur à peu près 1000 bitcoins dans la zone. D'ici là, et pour le moment, vous voyez qu'on est vraiment bien vide autour du prix. Alors ça fait plusieurs semaines que ça dure. Vous voyez que là on avait du monde hein, autour du prix, là il y avait de l'action, et là en ce moment parfaite indécision, très peu de volume. Est-ce que ça tient au fait que Silvergate n'est plus actif sur le marché, puisque Silvergate, j'en ai parlé hier déjà, mais permettait énormément aux exchanges de se prêter les uns les autres, etc. et d'avoir par exemple, je te donne du Bitcoin, tu me donnes du dollar à la place, et ainsi de suite, d'avoir un truc hyper fluide. Et la disparition de ce réseau autour de Silvergate nous emmène peut-être à l'impossibilité pour les plateformes de faire du wash trading, c'est-à-dire tout simplement de créer des faux volumes, enfin des volumes qui sont pas réellement des volumes, on va dire qui sont des volumes de particuliers ou de traders ou etc. Donc du coup peut-être que pour tout ce qui est market making etc. ça pose des problèmes. Globalement de toute façon la liquidité est plutôt en haut, et est-ce que finalement on peut se demander est-ce que le fait que Silvergate ne soit plus dans les tuyaux, un petit peu comme ça avait été le cas au moment de FTX, on perd entre guillemets un gros market maker, un petit peu comme c'est le cas depuis que Binance est un peu plus fliqué, etc. Et du coup est-ce que la liquidité a finalement autant d'importance qu'avant? C'est une question en tout cas qu'on peut se poser. Ici vous voyez les niveaux qui ont été pris, il s'agit de celui-ci et celui-ci n'est pas pris. Globalement on avait fait la vidéo par là, et ce qu'on voit en fait dans les prix, c'est une forte zone de short jusqu'à à peu près ici. Là, vous voyez que le prix descend. Effectivement, le funding descend avec. Mais là, j'ai un prix qui monte et un funding qui descend très fortement. Donc, ça m'indique qu'on a été shorté ici dans la zone, à peu près par ici. Et après, j'ai effectivement, donc on liquide des shorters théoriquement. On liquide des longueurs théoriquement, et c'est pas le cas. Vous voyez ici que le funding est en train d'augmenter. Donc j'ai un très fort niveau de long également à venir prendre. Donc moi, je m'attends potentiellement peut-être à ce que ce niveau ici qu'on est actuellement en train de faire soit à nouveau pris, et à ce qu'on passe peut-être légèrement en dessous de ces niveaux-là, peut-être pour visiter les 21,3. Donc attaquer le creux qu'on a plutôt backside, plutôt vers vraiment en bas. Si jamais ce creux devait tenir, entre guillemets, on aurait peut-être encore un petit peu d'action ici à prendre vers le bas. Une question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que finalement, je vais revenir ici sur le prix, on va prendre le perp, voilà, ce sera peut-être un peu plus propre, ouais. Est-ce que finalement, on n'a pas besoin de perdre la structure ici, donc perdre le niveau des 21,329, mais avec une mèche, ou avec une latéralisation ici dans cette zone, pour accumuler vraiment du short, puisqu'on voit ici que globalement sur toute cette descente, à chaque fois on n'arrive pas à faire le rebond entre guillemets de liquidité pour aller chercher les shorters, tout simplement parce que au bottom on a des gens qui essayent d'attraper ce couteau qui tombe, et donc du coup on a plus de longueur, donc le prix finalement il continue à faire son taf et il continue à descendre, un petit peu sur le modèle de tout ce qu'on a eu finalement en bear market, au niveau des où on n'est pas allé chercher des niveaux logiques de liquidation de short, tout simplement parce que à chaque fois tout le monde essayait d'attraper un bottom. Et là on n'a pas d'inversion du sentiment pour moi, en tout cas à ce stade, et du coup c'est ça qui nous plombe un petit peu, et c'est ça qui fait que on a vraiment cette espèce de ballon qui rebondit de plus en plus bas, mais sans faire des rebonds ici où il vient chercher ce qu'il devrait aller chercher. Alors là ça a été le cas, ici ça a été le cas aussi.
Mais là, on n'a pas eu encore. Vous voyez que ici, théoriquement, on se serait attendu potentiellement à venir à minima rechercher le haut ici de ce creux. Ça n'a pas été fait tout simplement parce que peut-être que potentiellement, on avait trop de longueur dans l'histoire et trop de monde qui cherche, encore une fois, à attraper un couteau qui tombe. On va faire Ethereum, j'ai sauvé, oui. Donc au niveau de la liquidité, oui, on a du monde au-dessus, mais à chaque fois, on a potentiellement un peu trop de monde qui vient également essayer d'attraper le bottom, et ça, malheureusement, c'est ça qui nous plombe un petit peu. Donc pour le moment, on attend, et on attend cette inversion du sentiment. Ici, sur Ethereum, c'est un petit peu la même chose. Pas mal de longues sur ce point-là, mais vous voyez qu'il a été pris depuis. Là, on a un prix qui monte et un funding qui monte aussi. Ici, on va dans le même sens. Ici, on a du long qui était rentré là, mais on s'en est occupé ici. Ici, j'ai une augmentation du prix et très forte diminution du funding ici. On va dire que c'est à peu près normal, mais on a peut-être un léger niveau de short à venir chercher juste là. Ici, beaucoup de longues. Ici, beaucoup de short, donc on va prendre ce niveau-là comme étant un niveau de short aussi. Vous voyez un prix qui augmente, mais un funding qui descend, à peu près par ici. Ensuite, là, beaucoup de longues sur ce bottom-là, donc pareil, hein, on va considérer que celui-là est à prendre. Et puis depuis, pas mal de short au début. Donc on a ce point-là, décidément, qui est à prendre aussi. Et puis des longues à la fin, donc beaucoup de longues, le prix décide d'aller chercher les longues. Pour moi, on peut considérer également que ce niveau-là est un niveau de longue conséquent. Donc voilà, on a ici probablement une perte à prévoir de ce dernier plus bas, en tout cas sur fond de liquidité, et là vous voyez que effectivement on repart assez fort, l'OI qui augmente, le prix qui augmente, et le funding qui augmente également. Tout va dans le même sens, mais cette augmentation de l'open interest peut nous faire penser que potentiellement sur Ether, on a également cette problématique entre guillemets de tout le monde qui essaye d'attraper un couteau qui tombe. On va regarder les 5 derniers jours sur Bitcoin, à voir si ça va dans le sens contraire ou pas. Le sens contraire, non. Vous voyez ici cette énorme position qui s'ouvre en short. Donc là, on pourrait tabler sur éventuellement un petit, et ça correspond au dernier plus haut. Enfin, quand je vous disais sur ce point-là, on est shorté fortement. En fait, pour eux, ici, ça intervient au milieu de ce mouvement-là. Donc globalement, ici, c'est les 22 000 qui sont visés pour un éventuel rebond. Donc plus 400 $ à partir de maintenant sur BTC. Maintenant, vous voyez qu'on attaque ici. On a fini d'attaquer la zone du orange, donc pour moi peut-être que on serait à des niveaux où une fois ce plus bas ici peut-être perdu, hein, si on revient ici chercher quelque chose. En tout cas de la part de iBlock, on est plutôt sur les 5 derniers jours extrêmement shorté, tout simplement parce que le prix descend, donc on a plutôt du short résiduel ici. La grande question ici à ce stade, c'est qui a pris profit, qui est en train de garder ses positions, ou alors qui a pris profit sur ces positions là, et ça iBlock n'est pas en mesure de nous le dire malheureusement. Sur Ether, c'est un petit peu la même chose, beaucoup de liquidités, 3 milliards, alors vous voyez que c'est beaucoup moins que Bitcoin, hein, beaucoup moins d'open interest sur Ether en ce moment que sur Bitcoin. Vous voyez que la zone du orange a plus ou moins été travaillée, on pourrait rentrer ici dans la zone du rouge, enfin du rose. Globalement, un niveau à prendre ici au 1540 sur Ether, et puis après les niveaux suivants c'est 1575, et si on va chercher vraiment toute la zone de densité mais qui est plutôt bleue, donc j'aurais tendance à lui accorder un peu moins d'importance, les 1621. Sur la 12 heures sur Bitcoin, donc la 12 heures ici on regarde les liquidités qui ont été ouvertes en levier également sur les 12 dernières heures, donc c'est extrêmement précis, hein, c'est plutôt pour des scalpers ici où on voit que globalement on est quand même un petit peu plus shorté que longué. C'est pas excessif la différence. Si jamais on va en bas sur Bitcoin 21,3, et si jamais on va en haut, on a désormais une double zone à venir chercher au 22, plus cette zone au niveau des 22,5. Ça c'est pour la 12 heures. Sur la 7 jours, je pense que l'analyse est toujours la même, à savoir qu'à force de descendre, on bouffe un peu les liquidités précédentes des longueurs. Vous le voyez ici, on avait pris cette zone de densité. Désormais, on a pris celle-ci. Donc globalement, ici pour moi, la plupart de la liquidité a été prise, si ce n'est de venir perdre les 20 000 $. Donc à ce stade là ici on pourrait aussi réfléchir, une fois qu'on aura peut-être perdu momentanément le dernier plus bas, une fois qu'on aura attaqué peut-être un petit peu plus bas, et bien à minima au 23,2 sur BTC. En tout cas c'est ce que nous dit la 7 jours, donc les 23,2 c'est effectivement ce fair value gap dont je vous parlais ici.
Marché qui a un problème de liquidité quand même en ce moment. Maintenant, on va regarder la 1 mois, puisqu'on a des vieilles choses, je pense, sur la 1 mois qui peuvent éventuellement nous guider. J'accorde assez peu d'importance à la 1 mois. Hein. Moi, principalement, je regarde quand même plutôt la 7 jours parce que pour moi, les positions fraîches sont plus intéressantes. Mais vous voyez que sur la 1 mois, effectivement, la target, du coup, maintenant qu'on a 4 semaines consécutives où on a, entre guillemets, beaucoup de shorts qui n'ont pas été cueillis au-dessus des 25,2 ici, on a une énorme zone de densité autour des 26 et encore une fois, une grosse zone de densité également sous les 20. Donc, position fraîche, des longs qui s'accumulent, malheureusement, à chaque plus bas. Vous le voyez bien ici, là, sur les 7 derniers jours, si je reviens sur la 7 jours. Malheureusement, le fait qu'on latéralise dans la zone, on a pas mal de monde ici qui essaye d'attraper quelque chose. Là, ici, on le verra sur la 7 jours, c'est plutôt la bande verte que vous voyez là, hein, qui nous emmènerait sous les 21,150 par exemple. Donc, malheureusement, à court terme, on a un peu ça. Maintenant, c'est très vite nettoyé sur les longues. Donc, du coup, est-ce qu'on ne serait pas dans une config potentielle où il faut vraiment essayer de surveiller un rebond ici parce que le rebond, il peut être relativement violent. Maintenant, les news sont pourries. Mais c'est peut-être ça aussi qui peut faire que les shorts passent du côté short et qu'on arrête un petit peu d'avoir cette espèce de sentiment où tout le monde finalement se met à venir à essayer de venir longuer le moindre petit rebond. Ici toujours pareil sur Ether 1570 voire 1590 et en bas les 1480 en target 12 heures sur la 7 jours. J'ai fait un de serpent, on aurait dit Gérard Darmon dans Astérix quand il rigole. Alors, et ici, sur Ether sur la 7 jours, toujours pareil, passer sous les 1005 ou alors aller au-dessus des 1630, voire 1720. Ça sera ici le juge de paix sur Ethereum. Dans quel sens on va? Quelle est la direction? Donc, je reviens sur le prix, je fais une conclusion. Pour le moment, la structure, elle nous dit plutôt vers le bas. Tout nous dit vers le bas, en fait, en réalité. Vraiment, puisque la structure, ici, en 4 heures, elle est baissière, en 15 minutes, elle est baissière. Effectivement, on a effectivement tout qui est baissier. Maintenant, très mauvais endroit pour shorter, puisque, encore une fois, pour moi, le bon endroit, il était soit au 25 ici, et j'avais ouvert ce short, et j'avais potentiellement envisagé ce short, même si je cherchais plutôt du long. Et ici, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Ici, pareil, j'étais plutôt ici. Enfin, là, pour moi, voilà, on est peut-être ici sur un point où, logiquement, on devrait au moins faire un rebond, voire, encore une fois, potentiellement venir au-dessus des 25. On en est très loin pour le moment et ça va demander énormément de pulse au niveau du prix pour faire ça. Et pour le moment, on n'a pas les catalyseurs. Les catalyseurs, ça serait quoi? Ça serait par exemple demain, donc avoir un rapport de l'emploi qui nous montre qu'il y a un peu plus de chômage. Donc on se détend au niveau du marché de l'emploi et ça serait d'avoir un bon CPI, donc une diminution de l'inflation, à minima au consensus, voire au-dessus, pour la semaine prochaine. Est-ce que également le FOMC va nous donner une bonne surprise au sens où vous le voyez ici, on a désormais 75%, je vais le mettre à jour parce que je suis pas sûr que ça soit tout à fait ça. 75% du marché qui pense que Powell, 80% même dorénavant du marché qui pense que Powell va nous donner un 0,5 pour le 22 mars, le prochain FOMC. Et là, ça serait bien évidemment aussi une bonne surprise qu'il nous donne un 0,25 au lieu de nous donner un 0,5. Et voilà, toutes ces choses-là, si on a de la bonne data pour la semaine prochaine et si on a du bon FOMC et du bon Powell qui finalement nous dit, bon, ça va, on est bien, on a des bons chiffres, on se calme, on se détend, on fait 0,25, on fera 0,25 aussi la prochaine fois. Et en gros, ici, ce que n'aime pas le marché, c'est tout simplement la non-visibilité et le marché déteste ça. Et donc, du coup, d'avancer dans le brouillard fait avancer, bien évidemment, moins vite ou alors vers le bas. Donc voilà, pour moi, ici, encore une fois, plutôt recherche de longue, mais en fait, c'est plus ou moins quelque chose qui se passe par comment on dit, en mépris, si vous voulez, déjà de la structure, et c'est plus ou moins quelque chose qui se passe par procuration, tout simplement, parce que j'ai pas eu ce superbe short ici qui vraiment aurait été quelque chose d'excellent à prendre. Ensuite, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur en gros, voilà, on est au dernier rempart, encore une fois. Soit on a vraiment ici une vraie mèche qui vient sous la structure et ensuite on repart, c'est-à-dire juste une mèche de liquidation, hein, tout simplement. On liquide éventuellement toute la zone. Et vous voyez que je vous ai donné les niveaux
Globalement, ça commence à 21,3 et ça peut descendre jusque en dessous de ça. Mais si c'est juste une mèche et que tout de suite on a une récupération, si on commence à s'installer là-dessous, bien évidemment, c'est pas très bon. Et là, en l'occurrence, on s'attendra plutôt à venir à attaquer les plus bas précédents. Voilà, donc il va falloir voir de quelle va être l'ampleur éventuellement. On peut regarder éventuellement sur le 1 minute et comme ceci et comme cela avec cet indicateur là. Mais je pense qu'on n'aura pas ici énormément d'infos puisqu'on est sur du 1 minute. On va voir s'il se met à jour. Les liquidation levels que vous avez en temps réel ici sur directement Glassnode, sur TradingView. Là, vous voyez en gros que vous avez tous les shorters, et là, c'est des positions, comment je l'ai réglé? C'est les positions à 500 000 $. Vous avez ici, si éventuellement on vient chercher vers le bas, un chouette niveau à venir prendre à 21 486. Et vous voyez qu'effectivement on accumule également. Et pour moi, j'aurais tendance à regarder ici que les x100, c'est-à-dire que les positions fortes. On a un souci de liquidité, le marché n'arrive pas à le régler. Est-ce que c'est en raison de Silvergate? Ça peut être vraiment une possibilité ici que tout simplement on soit ici en train de... On n'ait pas le cash tout simplement et les market makers qu'il faut, qu'il y a un problème d'accès à la liquidité, énorme problème également de carnet d'ordre extrêmement vide. Donc voilà, après la grande question, et je vous l'ai montré vraiment sur les time frames, enfin sur Glassnode d'ailleurs plutôt, et sur vraiment une équivalence qui est différente, c'est que en ce moment, on a 70% des bitcoins qui sont tenus par des diamond hands, par des mains fortes. Ils sont tenus depuis plus de 1 an, et depuis plus de 1 an, ces gens les gardent et les ont sortis des carnets d'exchange. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a qui reste? Les bitcoins qui sont effectivement sur les exchanges à hauteur de 12-13% je crois, et puis après on a potentiellement beaucoup de bitcoins perdus, on estime à 3 ou 4 millions, ce qui reste en fait plus ou moins, qui sont potentiellement des bitcoins qui bougeront plus jamais parce que les clés ont été perdues. Donc voilà, on a globalement un marché qui est liquide à hauteur de 10%. Et on a un prix qui est fait par les bitcoins à très court terme. Donc le trading, en fait, en réalité, c'est la liquidité ici qui fait le prix. Et donc du coup, en ce moment, on est plutôt baissier parce que la news de trading à court terme, elle est plutôt baissière. À partir du moment où on aura une news, entre guillemets, qui se retourne, ou un sentiment en tout cas, puisque c'est pas vraiment la news pour moi qu'il faut regarder, c'est vraiment le sentiment qui se retourne, à ce moment-là, on pourra accéder éventuellement à des niveaux de prix plus hauts et éventuellement reprendre la structure vers le haut. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Pour le moment, vous le voyez, on a autant voire plus de gens qui viennent ouvrir de la position en longue en face. À chaque fois qu'on a un bottom, vous le voyez, c'est le cas. C'était le cas principalement ici. Ici, on en attaque une partie. Vous voyez qu'en gros, sur ce qui reste, globalement, là, par exemple, on peut estimer que tout cela sont sortis. On va dire que ce qui reste ici, si je les entoure, ça va être potentiellement ça. Voilà. Et a fortiori, vraiment sûr que ça c'est encore dans le train. Et puis sur les longues, le problème c'est par exemple si j'ai mis mon stop loss ici et à ce stade là je pense qu'on est quasiment en train de perdre le niveau, est-ce qu'on perd tout cela ou pas? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. C'est à dire comme on a fait un plus bas ici, admettons que lui il est rentré en fait ici, je prends pour exemple ce point là, lui il a été pris c'est sûr, mais globalement qui ferme ses positions ou qui les laisse ouvertes, c'est vraiment ici la grande question. Pour moi personnellement, je pense qu'on a quand même ici quelque chose à faire pour venir cueillir tout ce petit monde-là. Est-ce qu'on est obligé, vous le voyez ici, de venir descendre là-dessous? Est-ce qu'à chaque fois, on aura des nouveaux points qui vont se réajouter dès qu'on fait ne serait-ce que le moindre petit rebond? Vous le voyez comme celui-ci, par exemple, qui a engendré tous ces mecs-là, en fait. C'est vraiment la grande question, le moment où le sentiment s'inverse, le moment où vraiment on commence ici à passer en short et à dire voilà maintenant le prix descend donc et là je trouve que c'est extrêmement retardataire sur la manière dont ça arrive. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Encore une fois, elle était assez longue, mais vous voyez qu'on a fait de la price action, on a fait ici pas mal de choses intéressantes et certes on a ici éventuellement, en tout cas à minima, un joli peut-être point d'achat. Le problème ici c'est que la bande elle est relativement large pour le moment, donc ça va nous obliger à potentiellement rester sur les écrans et à chercher une structure, que ce soit en 15 minutes ou en 1 heure, mais vous voyez que la bande elle va en gros pour moi quasi de... En fait on pourrait même descendre jusque là en réalité, mais si on considère qu'on doit mécher et qu'on doit préserver ce creux là en tout cas,
eh bien, on est ici dans la zone de 21 au prix actuel, c'est-à-dire 21,5. Et après, il existe aussi une possibilité qui, elle, vient de nous dire qu'en fait, on vient perdre ici toute la structure, mais c'est pareil, c'est une mèche, c'est momentané, et qu'ensuite, on revienne remonter par-dessus. Et là, pour le coup, ça serait un faux signal pour ensuite repartir dans l'autre sens. Et là, vous pouvez être sûr que si on perd la structure, en gros, le moindre petit rebond ici sera shorté. Et ainsi de suite, et donc du coup ça nous donnera finalement un mouvement qui peut s'auto-nourrir pour à minima venir chercher ça, et potentiellement venir chercher ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah alors des délivrances de prix, encore une fois, et là c'est du coup je fais un gros disclaimer, hein, mais des délivrances de prix, ça arrive, et parfois on vient pas les chercher, et parfois on met énormément de temps à venir les chercher, c'est ce qu'on avait fait ici. Donc du coup, bah là évidemment, si vous aviez par exemple dans cette zone cherché un retournement, et vous auriez fait beaucoup de tentatives avant d'avoir finalement la bonne, qui est celle-ci. Et donc du coup, bien évidemment, c'est ça qui fait la difficulté du trading, et c'est pour ça qu'on pratique un risk management maîtrisé, qu'on s'affole pas sur les entrées, on essaye d'être relativement clair ici et qu'on joue la time frame pour laquelle on rentre en fait. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est-à-dire si vous jouez une petite time frame, à ce moment-là, vous jouez une petite time frame. Si vous décidez de jouer le gros trade et la grande time frame, ne pas hésiter à prendre des TP partiels sur la route qui vont faire que votre position au final sera dans tous les cas gagnante. Voilà, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser d'autres choses. Et aujourd'hui, la question, elle sera sur... oh là là, j'ai tout fait, je crois. Vraiment, j'ai vraiment tout fait. Je mets en pause et je vous trouve une question. Pardon, je vous ai oublié. Donc la question du jour, ça sera quelle était la profession que vous vouliez faire quand vous étiez petit. Donc voilà, quel était votre rêve de gosse, entre guillemets, comme profession. Et peut-être que j'y êtes arrivé. Si vous y êtes arrivé, mettez-le en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. Celle d'aujourd'hui a été encore un petit peu longue. J'en suis désolé. Bravo à ceux qui ont suivi la totalité. Et on se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao.